Marseille est une commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône, dont elle est la ville-préfecture, chef-lieu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la principale ville française du littoral méditerranéen de Provence, le sud-est de la France. Plus ancienne ville de France avec Béziers, fondée vers 600 avant Jésus-Christ par des marins et des marchands grecs originaires de Fossé, aujourd'hui Fossa en Turquie, près d'Izmir, sous le nom de Massaly accent aigu à, Marseille est depuis l'Antiquité un important port de commerce et de passage. Elle est d'ailleurs souvent considérée, depuis le XVIIe siècle, comme la porte de l'Orient sur le littoral méditerranéen français. Ces chiffres font de Marseille la plus grande ville de Provence, du midi de la France, et de la région linguistique et culturelle d'Occitanie. La latitude de la ville avait été calculée par le grec Pythéa, né à Massalia vers 380 avant notre ère, avec une précision remarquable, faisant de Marseille la première ville au monde géolocalisée. Commune limitrophe de Marseille, Le Rove, Lipen Mirabeau, Septème les Vallons, Simiane Collongue, Plan de Cuque, Aloche, La Penne-sur-Yvonne, Aubagne, Mer Méditerranée, et Cassis. Marseille est alimentée en eau potable à 75% par le canal de Marseille, eau de la Durance, et à 25% par le canal de Provence, eau du Verdon. Les calanques s'étendent sur plus de 20 km de côte sur la mer Méditerranée entre le village d'Égoudes, au sud-ouest de la ville et Cassis. Les calanques comptent 1 million de visiteurs par an. Longtemps cantonnée au nord de l'actuel Vieux-Port, la ville a fait l'objet d'un premier agrandissement au XVIIe siècle, puis se développe au XIXe siècle avec l'essor économique du port. Avec l'expansion de la ville de Marseille, de nombreux villages environnants ont fini par être intégrés à la ville. Aujourd'hui Marseille englobe 111 villages. Début novembre 2018, l'effondrement de 2 immeubles vétustes, rue d'Aubagne dans le quartier de Noailles, témoigne de la vétusté de l'habitat, selon un rapport gouvernemental publié en 2015 par Marsactu. 100 000 personnes vivent dans des logements insalubres à Marseille. La circulation routière est un problème majeur. Marseille est la ville française la plus embouteillée, et la 18e mondiale, en 2015. C'est sans rapport avec le nom grec de Marseille mais a pu faire penser à une étymologie maison des Saliens, citée par Antoine de Ruffy puis Augustin Jules Esprit Fabre. Il existe en revanche un radical massa retrouvé sur tout le nord de la Méditerranée et remontant à la préhistoire, 7e-4e millénaire avant Jésus-Christ, signifiant source. Premier vestige de présence humaine dans le bassin marseillais remonte à environ 60 000 avant Jésus-Christ. Paléolithique moyen. Au Paléolithique supérieur la grotte Cosquer, alors non immergée, est occupée entre 27 000 et 19 000 avant Jésus-Christ. Des fragments de poterie retrouvés sur la rive sud du Vieux-Port attestent de l'occupation humaine du site, au IIIe et IIe siècle avant notre ère. Au Paléolithique, des populations ont vécu sur cet espace, en témoigne la présence d'un habitat sur un flanc des collines jouxtant le Rio, cours d'eau. On y consommait des fruits de mer, les produits de la chasse et de la cueillette, les grottes, nombreuses, et les oppidums environnants sont dignes d'intérêt à l'Estaque comme à Martigues, sur le site de la Cloche, ou encore de Verduron. Les falaises et grottes étaient occupées autour du lit du Rio, cours d'eau. Des vestiges retrouvés au XIXe et XXe siècle y prouvent une activité humaine datant du Magdalénien, soit entre moins 17 000 et moins 10 000 ans, période des chasseurs-cueilleurs. Vers 10 000 avant Jésus-Christ se termine la dernière période glaciaire, le gibier migrant vers les régions plus froides, les chasseurs-cueilleurs du pourtour méditerranéen laissent place à des groupes de pêcheurs qui se sédentarisent. La trace la plus ancienne de présence humaine sur l'actuel site habitable de la ville de Marseille remonte au Mésolithique.
Seule une fouille atteste d'une occupation à cette période, la découverte et la mise au jour, en juin 2005, d'aménagements relatifs à un habitat néolithique qui remonte à 6000 avant notre ère, près de la gare Saint-Charles, autour de la rue Bernard-Dubois. On y a trouvé des silex taillés et un nombre important de coquillages marins. D'autres vestiges datant du néolithique, période d'agriculture et élevage, ont été retrouvés par Max Escalon de Fonton dans les grottes de l'Estaque durant les années 1940, une céramique décorée, datée de -6000, ainsi que la sépulture d'un adolescent en position repliée. À proximité, dans la grotte Crispine du quartier Les Riaux furent retrouvés un foyer, des poteries néolithiques en terre noire, des petits grattoirs et de nombreux coprolites de canidés, excréments fossiles. La topographie première du site de la cité grecque est encore largement perceptible de nos jours, malgré les importantes modifications du XIXe siècle. Promontoire entouré par la mer, le site est dominé par 3 buttes successives, la butte Saint-Laurent, 26 mètres d'altitude en 1840, la butte des Moulins, 42 mètres, et la butte des Carmes, 40 mètres. La fondation de Marseille, qui remonte aux environs de 600 avant Jésus-Christ, est le fait de colons grecs venus de Phocée, aujourd'hui Fossa en Turquie. Ce peuplement fut notamment favorisé par les Phocéens fuyant les invasions perses en 546 avant Jésus-Christ. Les conditions exactes sont inconnues. Le mythe fondateur de Marseille rapporté par 2 auteurs antiques, Justin et Aristote. D'après Justin, le territoire qui forme aujourd'hui Marseille était occupé par une tribu des Ligures, celle des Ségobriges, qui se seraient implantés vers l'actuelle Alauche. 2 navarques grecs, Proti et Simo, arrivèrent avec leur flotte pour établir une base commerciale dans le port naturel du Lacidon et participer au commerce de l'étain et de l'ambre. Le jour de l'arrivée des Grecs, le chef de la tribu ligure, Nano, organisa un festin au cours duquel sa fille Gypti avait à choisir son époux en lui tendant une coupe d'eau. Les Grecs furent invités à se joindre au banquet et le jeune chef de ceux-ci, Proti, fut choisi, scellant ainsi la fondation d'une nouvelle cité qu'il érigea sur les bords de la corne du Lacidon. La date de cette rencontre fondatrice donnée par différents auteurs antiques est 600 avant Jésus-Christ, avec des variantes. Si la plupart des éléments du récit relèvent de la légende, les découvertes archéologiques corroborent la présence de colons phocéens dans la baie du Lacidon au VIe siècle avant notre ère. Ce mythe pourrait être cependant contredit par l'interprétation de fouilles récentes sur le site de l'oppidum de Saint-Blaise. En effet, selon Jean Chaussery-Lapré, conservateur en chef du patrimoine de la ville de Martigues, les découvertes archéologiques publiées en 2019 pourraient indiquer que cet oppidum, situé sur l'embouchure du Rhône, à une 50aine de kilomètres du port antique de Marseille, était la capitale des Ségobriges, et que les Phocéens avaient donc rencontré les Gaulois et installé leur première forteresse là-bas, avant de fonder Marseille. Les fouilles archéologiques ont révélé les vestiges des premières traces de l'habitat grec directement au contact d'un sol vierge sur la partie la plus occidentale de la butte Saint-Laurent. Très vite la ville s'agrandit et s'étend jusqu'au versant oriental de la butte des Moulins. Enfin, elle englobe la 3e butte, des Carmes, avant la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Une dernière extension à l'époque hellénistique lui permet d'atteindre une surface d'environ 50 hectares, que la ville ne dépassera plus avant le XVIIe siècle. Le jardin des vestiges, découvert en 1967 durant des travaux de construction du centre-bourse sur l'emplacement du premier port de la ville antique. La fortification grecque de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ a été retrouvée en 2 points de la ville, au jardin des vestiges et sur la butte des Carmes, lors de fouilles d'urgence dans les années 1980. Une reconstruction a lieu à l'époque grecque classique.
Dans la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ et, vers le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, l'ensemble de la fortification est reconstruite en grand appareil de calcaire rose. Ce rempart est encore visible dans le jardin des vestiges. L'intérieur de la ville est découpé en îlots, avec des rues à angle droit qui constituent des ensembles cohérents, adaptés à la topographie naturelle du site. Ainsi le long du rivage les voies ont-elles des axes changeants, tandis que les pentes de butte sont quadrillées de façon régulière. À l'extérieur des murs, les fouilles récentes ont mis en évidence une cadastration établie dès la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que l'exploitation de carrières d'argile qui se trouvaient abondamment dans le substrat géologique, site de l'Alcazar. Par la suite se développe au même emplacement une culture de la vigne et probablement d'autres plantations. Les nécropoles sont connues soit par des découvertes anciennes soit par la fouille, en 1990, du parc Sainte-Barbe. La Marseille grecque connaît une forte croissance et devient une cité prospère, vivant des relations commerciales fortes avec la Grèce, l'Égypte, l'Asie mineure puis Rome. La ville est indépendante et s'administre librement, elle est gouvernée par un directoire de 15 premiers choisis parmi 600 sénateurs. Strabon. 3 d'entre eux avaient la prééminence et l'essentiel du pouvoir exécutif. Marseille est le point de départ de la diffusion de l'écriture chez les peuples gaulois, qui ont appris à transcrire leur propre langue en caractères grecs et à rédiger leurs propres actes en grec. C'est aussi probablement par Marseille que sont introduits en Gaule les premiers vignobles. Marseille est alors cernée par une ceinture d'oppidums dont on ne peut déterminer si certains faisaient fonction de protection contre ceux plus au nord. Même si l'hypothèse a été avancée par François Villard, il ne semble pas y avoir de lien d'appartenance, sauf pour les Mayans dont la structure fait penser qu'il abritait une garnison, vraisemblablement grecque. Les échanges sont nombreux avec eux comme en témoignent les monnaies retrouvées sur le site du Baourou, de l'autre côté de l'étoile. Au début de la Deuxième Guerre punique, Scipion est envoyé par Rome pour protéger Massilia, cité alliée, cible supposée de Hannibal qu'il pense trouver vers les Pyrénées, et bloquer ainsi son passage par la côte. Hannibal n'a pas réussi à mettre les tribus gauloises de son côté et ses troupes sont attaquées depuis la péninsule ibérique, mais il est déjà plus au nord. Les tribus de la région de Massilia, future provincia, alliée de Rome, sont évitées vers le milieu du mois d'août 218 avant Jésus-Christ. Ce sont 38 000 fantassins, 8 000 cavaliers et 37 éléphants qui auraient pu assiéger Massilia qui passe le Rhône à 4 jours de marche au nord de Marseille, soit à la hauteur du village actuel de Caderousse. Quand Scipion comprend son erreur, il laisse ses troupes continuer sur l'Ibérie mais revient pour préparer les légions dans la plaine du Pô. Massilia est épargnée. En 181 avant Jésus-Christ, les Massaliotes phocéens et leurs alliés helléno-celtes cavars de la région de Cavaillon-Avignon-Orange m'appellent Rome au secours contre les pirates ligures. Au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Marseille se retrouve confrontée à la puissance grandissante de ses voisins gaulois, en particulier des Saliens. Pour faire face à leurs menaces, la cité fait encore appel à son allié Rome, devenue la grande puissance méditerranéenne. La conquête réelle ne commence qu'en 120 avant Jésus-Christ, avec la campagne militaire du proconsul romain Gaius Sextius Calvinus, qui voit raser une partie des oppidums au nord de Massilia. Mais la province ne reçoit cependant son statut officiel qu'après le passage de Pompée dans les années 70 avant Jésus-Christ. Une colonie devant concurrencer Massilia, à Aquo et Sexensi, Aix, est fondée en 122 avant Jésus-Christ. Cliente de Jules César et de Pompée, Marseille refuse en 49 avant Jésus-Christ de prendre parti dans la guerre civile de César, tout en accueillant les émissaires de Pompée. Battue en mer et assiégée par 3 légions pendant 2 mois par César puis par son légat Caius Trebonius, la ville est prise.
Commentaires sur la guerre civile, livre 1, 34-36, etc., privé de ses colonies et doit se soumettre à Rome. Les Romains la rattachent à la province narbonnaise. Le reste des oppidums subsistants est alors vraisemblablement rasé. Oppidum de la Cloche. À l'époque d'Auguste, la ville connaît une nouvelle grande phase de construction. L'Agora Forum est reconstruit comme en témoignent les fragments de dallage découverts par Fernand Benoît au sud des caves de Saint-Sauveur. Le forum est bordé à l'ouest par un autre grand édifice, le théâtre, dont quelques gradins ont été conservés jusqu'à nos jours dans l'enceinte du collège du Vieux-Port. Des thermes sont installés le long du port. Les vestiges, remontés sur la place Villeneuve-Bargemont, sont aujourd'hui visibles quasiment à leur emplacement d'origine derrière l'hôtel de ville. Pendant le Haut Empire, la zone portuaire est considérable. Elle s'étend sur la rive nord de la calanque du Lacidon, ensuite la corne du port, jardin des vestiges, dont le quai est reconstruit à l'époque flavienne, et se prolonge au fond du vieux port actuel. Dans cette zone, les fouilles de la place Général de Gaulle ont dégagé une grande esplanade empierrée qui peut correspondre à des salines aménagées. De nombreux entrepôts à Dolia sont connus. Une partie de l'un d'entre eux a été conservée en rez-de-chaussée du musée des docks romains. Puis, durant le Bas Empire, la ville semble décliner légèrement au profit vraisemblablement d'Arles. Le Haut Empire voit l'arrivée des premiers chrétiens au 1er siècle dans la région comme l'illustrent certaines légendes, les Saintes Marie, la Sainte Baume. Ils essaiment alors dans la région et fondent des ermitages, des monastères et des églises. Au cours des siècles suivants, de nombreux ermites occuperont les nombreuses grottes ermitages des massifs entourant Marseille. Dès lors, leur présence influence fortement le paysage et la toponymie, la vie même des Marseillais jusqu'à aujourd'hui. Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère. Les Visigoths s'installent en Aquitaine dès 418, puis en Provence. Ils sont ariens et s'opposent au dogme de l'incarnation, Jésus-Christ divinisé, et de la Trinité, Père Fils Saint-Esprit. Lorsque le roi des Francs Clovis, qui a opté vers 496 pour le christianisme nicéen, conquiert la région, celle-ci le suit. Ses habitants rejoignent le catholicisme. Marseille se développe à nouveau à partir du 5e siècle de notre ère. À l'intérieur de la ville, la construction d'une première grande cathédrale de Marseille marque la puissance de l'évêque, probablement Proculus, qui tient à rivaliser avec Karl. 2 basiliques funéraires ont été retrouvées en fouille. L'une, hypothétique, fouillée pour moitié dans l'emprise des immeubles du Courbelsoun par J. Irigoire en 1959, et par Bertucci, dans la construction du centre-bourse en 1974. La seconde est clairement attestée par la fouille de M. Molinet, rue Malaval, 2003-2004, avec la découverte d'une mémoria intacte sous le chœur. Le 5e siècle voit aussi la fondation de l'abbaye Saint-Victor de Marseille par Jean Cassien. Sur la corne du port, comblée, se développe un habitat dont on retrouve la trace, hors les murs, jusqu'à l'actuelle bibliothèque de l'Alcazar, fouille de Bouilleron. Sur ce site, on a pu mettre en évidence une continuité directe avec les constructions romaines. Un groupe de bâtiments se développe progressivement entre le 5e siècle et le 7e siècle, avec dans un dernier état, un vaste bâtiment de type entrepôt. Les bâtiments sont abandonnés au début du 8e siècle. La vitalité du commerce est perceptible par les découvertes de productions céramiques venant de toute la Méditerranée, témoins privilégiés des marchandises qui affluent à Marseille durant la période ostrogothique et mérovingienne. Puis, prise dans les remous des conflits entre rois francs, la ville semble perdre de son importance à partir de la reprise en main de la Provence par Charles Martel et le pillage de la ville qui l'accompagne. Moyen Âge. Marseille est pillée par les Sarrasins en 838,
des razzias faisant suite à la conquête musulmane de la péninsule ibérique. D'autres pillages ont eu lieu, par des pirates grecs en 848. En 904, l'abbaye Saint-Victor se voit dotée de la rive sud du port par le roi de Provence Louis l'Aveugle. L'époque reste incertaine, avec les démêlés des derniers Carolingiens tout entiers tournés vers l'Italie et n'hésitant pas à traiter avec les Sarrasins lorsque leurs ambitions le nécessitent. Ces derniers en 923 dévastent le monastère de Saint-Victor et le territoire marseillais. À partir du milieu du Xe siècle, la situation se stabilise. Le comte de Provence choisit un frère de l'évêque Honorat de Marseille, fils de Arlulf de Marseille, Guillaume, comme vicomte de Marseille. Ses descendants seront pendant plusieurs générations soit évêques soit vicomtes de Marseille. La topographie de l'époque est difficilement perceptible. Il existe une fortification réduite sur le sommet de la butte Saint-Laurent, c'est le château Babon, Castrum Babonis, des textes du XIIe siècle. Le nom de Babon fait référence à un évêque, mentionné à propos d'un polyptyque perdu de l'abbaye de Saint-Sauveur et qui pourrait avoir exercé au cours du IXe siècle. La délimitation de cette enceinte est difficile car cette fortification a déjà pratiquement disparu à la fin du XIe siècle et aucun vestige n'en est connu. Englobant une partie de la ville haute appartenant à l'évêque, elle devait contenir la zone du fort Saint-Jean et arriver jusqu'à la rue Fontaine-des-Vents, au voisinage de l'actuelle place de l'Anche. M. Bouiron a mis en évidence, au contact de cette fortification, un deuxième ensemble fortifié centré autour de la Major, le bourg de la Major qui contient une partie de la butte des Moulins. Passé l'an 1000, Marseille se révèle à nouveau un port florissant qui participe aux croisades. Les Marseillais sont présents en Afrique du Nord et possèdent un quartier à Saint-Jean-d'Acre. Si la prise de cette dernière met un terme à l'aventure en Terre Sainte, leur présence est largement attestée en Méditerranée tout au long du Moyen Âge. De nombreux conflits émaillent par ailleurs l'histoire entre les comtes de Provence et Marseille, qui jouit d'une certaine indépendance commerciale. 1209, excommunication d'Hugues. La ville est interdite par le légat pontifical. 1216. Les habitants de la basse ville entrent en révolte contre l'évêque. 1218. Nouvelle interdiction de la ville et excommunication de ses habitants. 1229. La ville basse, après une nouvelle révolte contre l'évêque, est interdite et excommuniée. Elle reconnaît la suzeraineté de Raymond VII de Toulouse. Elle refuse celle de Raymond Béranger V. 1252. Premiers accords de paix entre Charles d'Anjou et Marseille, qui s'est soumise. Puis Charles Ier d'Anjou, devenu comte de Provence, fait perdre à Marseille son autonomie en 1257 avec les chapitres de paix. L'indépendance économique et politique de Marseille par rapport à la France perdure jusqu'à la Révolution française, quand la Provence est définitivement et complètement annexée par la France. Mais le processus avait commencé progressivement à partir du XVIe siècle quand le comté de Provence devient un co-État associé au royaume de France, comme un principal à un autre principal, sous la souveraineté commune, mais séparé du roi de France qui ne règne en Provence qu'en tant que comte de Provence avec obligation de respecter l'indépendance provençale garantie par la Constitution provençale, que le roi a signé en 1486. La ville est touchée par la peste noire en 1347. En 1423, la prise de la ville par les Catalans et la destruction qui s'ensuit occasionnent un profond déclin à la fin du Moyen Âge. Le 15 décembre 1437, le comte de Provence René d'Anjou, qui a succédé à son frère Louis III d'Anjou comme roi de Sicile et duc d'Anjou, arrive à Marseille et favorise par des privilèges le relèvement de la ville, qu'il considère comme une base maritime stratégique pour reconquérir son royaume de Sicile. Les Marseillais, en contrepartie, se chargent de la reconstruction des remparts. Le roi René,
qui souhaite équiper l'entrée du port d'une solide défense, décide de faire construire sur les ruines de l'ancienne tour Maubert, une nouvelle tour plus importante. Jean Pardo, ingénieur, en conçoit les plans et Jean Robert, maçon de Tarascon, exécute les travaux. Cette construction s'échelonne de 1447 à 1453. Le roi fait édifier les fondations du piédestal, puis les travaux sont suspendus faute de crédit et c'est finalement grâce à l'aide des habitants de Marseille et notamment de la corporation des pêcheurs qu'ils peuvent reprendre. Cette tour, dite tour du roi René, sera englobée au XVIIe siècle dans le fort Saint-Jean construit sur ordre de Louis XIV. En 1516, François Ier, en pèlerinage dans la région, est attiré par la curiosité de voir un rhinocéros. Cet animal est un cadeau du roi du Portugal Manuel Ier au pape Léon X, le navire faisant escale sur l'île d'If. François Ier rend une visite à la ville et en profite pour en étudier la situation géographique et estime alors qu'elle manque de défense. En 1524, après la défaite de Pavie, l'armée française quitte l'Italie, poursuivie par ses ennemis et leurs alliés. L'armée du Saint-Empire romain germanique pille les environs et assiège Marseille. La ville résiste et permet à l'armée française de se réorganiser et de contraindre l'armée du Saint-Empire de retourner sur ses terres. La prise de la ville est évitée de peu et rend encore plus évidente la nécessité de renforcer les défenses de la ville. François Ier ordonne la construction de deux forts royaux, l'un sur l'île d'If et l'autre, à Notre-Dame de la Garde. Il fait ainsi bâtir le château d'If entre 1526 et 1529 et fait ériger un rempart en pierre à Notre-Dame de la Garde. En 1536, les travaux de Notre-Dame de la Garde sont achevés, à temps pour défendre la ville contre les troupes de Charles Quint, qui est lui aussi repoussé. Les ordres militaires, ordre du Temple et ordre de Saint-Jean de Jérusalem, apparaissent à Marseille à la fin du XIIe siècle, leur installation étant liée au développement des relations commerciales du port avec l'Orient. Les deux commanderies sont situées chacune à une extrémité du port de Marseille. Celle des Templiers se trouvait à l'emplacement de l'actuelle église des Augustins en bordure du Barry Vieux près de la Plata Templi, là où étaient vendus les céréales importées et du plan Formiguier où étaient radoubés les navires. Les Hospitaliers étaient à l'entrée du port où se situe aujourd'hui le fort Saint-Jean. L'ordre du Temple était présent vers 1171 lorsque le pape Alexandre III prend sous sa protection leur église. Les Templiers disposaient d'une chapelle et d'un embarcadère sur les îles du Frioul. La commanderie des Hospitaliers est construite sous les murailles du château Babon. Elle est mentionnée dès 1178. En 1202 le pape Innocent III accorde aux Hospitaliers des droits de sépulture, ce qui entraîne un conflit avec l'église des Accoules. À cette époque la commanderie a une grande influence, d'où le souhait du comte de Provence, Alphonse II de Provence d'y être enterré. En 1216, le vicomte-duc de Beau permet aux Templiers et aux Hospitaliers d'assurer le transport des pèlerins et des marchands vers l'Espagne et l'outre-mer. Puis un accord, avec la commune de Marseille datant de 1233, permet aux frères Templiers et Hospitaliers d'envoyer en Syrie 2 navires par an avec 1500 passagers par navire. Des registres notariés du milieu du XIIIe siècle indiquent qu'au moins 3 navires Templiers et 3 Hospitaliers, plus des navires nolisés partaient de Marseille pour Gênes, Chypre et Saint-Jean d'Acre. Lors de l'accord entre Foulques de Villaret, Jacques de Molay et Clément V sur un nouveau passage en Terre Sainte, les Hospitaliers restent seuls en lice après l'arrestation des Templiers. À l'automne 1309, Ramon d'Ampurie, amiral de l'ordre, passait de nombreux contrats pour l'armement, le ravitaillement et le transport de soldats tandis que le grand maître de l'Hospital fit construire 16 galères à Marseille. Au XIVe et au XVe siècle les Hospitaliers affrétaient des navires pour des liaisons régulières avec Rhodes.
Au début du XIIIe siècle, les Hospitaliers construisent une église à nef unique, dénommée église Saint-Jean, à proximité de l'église Saint-Laurent. Elle est englobée au cours du XVIe siècle à l'intérieur des remparts du fort Saint-Jean. Au milieu du XIVe siècle, les Hospitaliers font construire un nouveau bâtiment contigu à la tour Saint-Jean, actuellement tour du roi René, en bordure de la passe et appelé par la suite palais du commandeur. C'est dans ce palais que sont reçus les cardinaux de la suite papale lors de la venue d'Urbain V à Marseille en 1365. Le 2 mars 1660, Louis XIV entre dans Marseille par une brèche ouverte dans des remparts et il décide de la construction de 2 ouvrages à l'entrée du port, au sud la citadelle Saint-Nicolas et au nord le fort Saint-Jean dont l'enceinte s'appuiera sur la commanderie hospitalière avec la tour du roi René et englobera la tour du Fanal. La citadelle Saint-Nicolas est mise en chantier rapidement tandis que la construction du fort Saint-Jean est plus lente car elle nécessite le départ des Hospitaliers. Après transformation au XVIIe siècle, ce palais devient une des plus belles demeures de la ville, la seule susceptible de loger princes et personnes de haute qualité. XVIe et XVIIe siècle, la ville rebelle Charles de Cazox, qui contrôle la ville de 1591 à son assassinat en 1596. Lors des guerres de religion, Marseille parvient dans un premier temps à se tenir à l'écart des conflits et accueille de nombreux réfugiés des combats. Elle adhère toutefois à la Ligue catholique en 1589. À la mort d'Henri III, Marseille refuse de reconnaître son successeur Henri de Navarre. Une gigantesque procession menée par les consuls se rend à la porte réale et érige une croix en signe de défiance de la première ville christianisée du royaume. En octobre 1591, le meneur des ligues radicaux, Charles de Cazox, est élu premier consul. À l'automne 1592, le conseil de ville rejette l'autorité du parlement d'Aix et déclare ne plus obéir qu'à l'autorité du duc de Mayenne, chef de la Ligue. Cazox prend alors des initiatives menant la ville sur la voie de l'indépendance, construction d'un fort à l'entrée du port, rétablissement d'un grenier à sel et affranchissement de la Gabelle, création d'une imprimerie. En juillet 1593, Henri de Navarre abjure la foi protestante, il est reconnu roi par le pape puis, en janvier 1596 par le duc de Mayenne. Seule Marseille refuse de se soumettre et Cazox demande l'aide de Philippe II d'Espagne. Le 17 février 1596, des troupes françaises se massent devant les remparts de la ville, alors qu'il accourt sur place. Cazox est assassiné par Pierre de Liberta, qui fait ensuite ouvrir les portes de la ville. En apprenant la réduction de la ville, Henri IV a prononcé cette phrase, « C'est maintenant que je suis roi de France ». Marseille continue toutefois dans les années qui suivent à contester le pouvoir royal. En 1615, la population attaque le bureau de perception de la taxe foraine, tuant les commis et brûlant les registres. En 1634, une émeute de pêcheurs conteste la hausse du sel. En 1635, puis en 1644, des habitants se révoltent contre de nouveaux règlements royaux concernant les monnaies. En 1652, profitant de la fronde aixoise, les Marseillais prennent les péages de Bouc-Bel-Air, d'Aubagne et d'Épinay. En 1659, un émissaire du roi est pris à partie par la foule et mis en pièces. Louis XIV se rend alors sur place pour mettre fin aux troubles. En 1660, établi à Aix, il annonce que Marseille sera soumise à une occupation militaire et que les institutions municipales seront complètement réformées. La porte réale, devant laquelle les comtes de Provence, que sont les rois de France depuis 1486, devaient jurer de respecter les libertés de la ville avant d'y pénétrer,
est abattu. Pour surveiller la ville, le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas sont construits à l'entrée du port. Le 2 mars 1660, Louis XIV fait symboliquement son entrée dans Marseille par une brèche ouverte dans les remparts, comme si la ville était conquise. 17e et 18e siècle. L'essor commercial. Si Marseille a pratiquement ignoré la Renaissance, elle se transforme à partir du XVIIe siècle, entre esprit classique et baroque, sous l'influence notamment de Pierre Puget. Après la soumission de la ville par Louis XIV, l'agrandissement en est décidé. Pour la première fois depuis l'Antiquité, Marseille s'étend au-delà de ses murailles médiévales. Le cours, renommé cours Belsound en 1852, axe principal des nouveaux quartiers, est construit en 1670. En mars 1669, Jean-Baptiste Colbert fait de Marseille un port franc, supprimant la quasi-totalité des droits. En 1685, un édit interdit aux marchandises du Levant d'entrer dans le royaume par un autre port que Marseille, qui se retrouve ainsi en situation de monopole. La Chambre de commerce, la plus ancienne de France, fondée en 1599, reçoit la gestion du commerce français avec le Levant et la Barbarie. Ces dispositions attirent une nouvelle prospérité grâce au commerce méditerranéen. À partir de 1700, Marseille se lance dans le commerce océanique, d'abord dans le trafic d'argent avec l'Amérique du Sud, puis des alcools, sucre et café avec les Antilles. L'embarquement du corps expéditionnaire de Minorque par Jean-Joseph Capeller, peint en 1756, montre avec une grande précision les façades de l'arsenal des galères à gauche et de l'hôtel de ville à droite. La tour du fort Saint-Jean se dresse au centre et au fond, à la sortie du grand bassin. À la fin du XVIIIe siècle, Marseille est le premier port de Méditerranée occidentale, devant Gênes. Si la peste de 1720 porte un rude coup à la démographie de la ville, 38 000 victimes sur 75 000 habitants, celle-ci se rétablit vite et atteint son niveau d'avant la peste dès 1730. En dehors de la cité, le terroir marseillais, comprenant une cinquantaine de villages et de riches familles exploitantes agricoles, profite de cette prospérité. La principale richesse du terroir est le vin, qui est vendu en ville où aucun vin étranger n'est autorisé. Il faut attendre la Révolution française et l'uniformisation du territoire français, langue, monnaie, droit, pour que Marseille qui jusqu'alors faisait partie du comté de Provence, co-État indépendant, et donc des provinces à l'instar de l'étranger effectif via son port franc, liberté de commerce avec l'étranger mais droit de douane avec le reste des provinces françaises, perd de cette spécificité qu'elle a toujours tenté de conserver. La ville accueille toutefois avec enthousiasme le début de la Révolution, envoyant un bataillon de fédérés en 1792 à Paris qui, selon une légende peu vraisemblable puisque le français était une langue inconnue du peuple marseillais, serait arrivé en chantant le chant de guerre de l'armée du Rhin de Rouget de Lisle, chant qui prendra par la suite comme nom la Marseillaise. Par la suite, révolté contre la Convention en raison de la perte de ses libertés communales et rejoignant le Parti fédéraliste, Marseille est officiellement débaptisée et désignée du 6 janvier au 12 février 1794, comme la ville sans nom. Au printemps, dans un souci d'apaisement, Maignet, qui remplace Fréron, redonne son nom à la ville. En 1792, Rouget de Lisle, jeune officier du génie, compose à Strasbourg le chant de guerre de l'armée du Rhin. Cet hymne, qui a été édité, parvient à Marseille qui a accueilli la Révolution avec enthousiasme. La ville, envoyant à Paris 500 volontaires, leur offre un banquet, au cours duquel le général François Mireur chante le revenu d'Alsace. Elle soulève l'enthousiasme et les assistants la reprennent en chœur, sans en comprendre les paroles puisque le français n'a commencé à être parlé à Marseille qu'1 siècle plus tard. Quand ils défilent dans les rues de Paris, leur voix chaude,
qui lance à toute volée les strophes enflammées, électrise la foule. Le nouvel hymne change alors de nom, c'est la Marseillaise. Une plaque commémorative de rouget de Lisle est visible rue Tubano au centre de Marseille. Le 19e siècle, avec son cortège d'innovations industrielles, dont l'apparition de la navigation à vapeur, la fin de la piraterie barbaresque et les traités de libre-échange des années 1860, les conquêtes coloniales de la France à partir de 1830, puis le percement du canal de Suez en 1869, stimulent le commerce maritime et la prospérité de la ville, qui passe de 300 000 habitants en 1870, à 600 000 habitants en 1940. La zone portuaire déborde de son périmètre historique, le Vieux-Port, et s'étend à partir de 1844 au rivage nord. Les actuels bassins de la Joliette sont ouverts en 1853, ceux du Lazaret et d'Arin en 1856. La Banque de Marseille la plus réputée est alors celle créée par Pierre Pascal II au début de l'Empire. En 1870, Marseille se place au premier rang des ports Europe continentale avant de se laisser dépasser par Hambourg, Anvers et Rotterdam à la fin du siècle. En mars 1871, les insurgés républicains proclament la commune de Marseille. Celle-ci sera écrasée à l'issue d'une répression sanglante par les troupes du régime versaillais. L'économie de la ville est alors basée sur le négoce et l'industrie, production de corps gras, huile et savon, sucre, semoulerie, chimie, tuilerie, réparation navale et construction mécanique. Si la fin du 19e siècle est moins florissante, la période précédant la Première Guerre mondiale est le point culminant de ce système industrialo-portuaire marseillais. L'année 1913 est celle où le tonnage portuaire est le plus important, notamment les oléagineux. À cette époque se développent de petites entreprises créées par de nouveaux venus, sud de la France, Italie, Empire ottoman 155 est d'abord spécialisé dans le négoce et la transformation des produits coloniaux, puis des armateurs, négociants, fabricants d'huile, raffineurs de sucre et savonniers, voire banquiers. Dans ce système concurrentiel et de spéculation de marché, défini par l'individualisme industriel, l'activité repose souvent sur un système familial. Très attaché à ce modèle libéral, bénéficiant d'une main-d'œuvre étrangère peu qualifiée, ces patrons marseillais sont contre toute intervention parisienne du type d'investissement de capitaux privés ou de mise en place de réglementations publiques. Marseille célèbre cette richesse à travers les expositions coloniales de 1906 et 1922, qui connaissent un vif succès. Le quai de la Joliette et les messageries maritimes dans les années 1890. L'accroissement territorial et démographique de la ville est à l'origine d'un chantier majeur, l'adduction des eaux de la Durance, décidée dès 1834 par le maire Maximin Dominique Consolat. Cette mesure s'impose d'autant plus que sévissent cette année-là une grande sécheresse et une épidémie de choléra. La construction par 5000 ouvriers du canal de Marseille, long de 4,27 km, demande 11 ans de travaux et l'eau de la Durance se arrive le 8 juillet 1847 à Marseille. En 1862, afin de commémorer cet événement, l'architecte d'origine nîmoise Henri-Jacques Espérandieu, 1829-1874, est chargé de réaliser un vaste monument à la gloire de l'eau, c'est le palais Longchamp, qui est inauguré en août 1869. Ce dernier a également édifié la basilique de Notre-Dame de la Garde à partir de 1853, consacrée en 1864, et est intervenu aussi sur le grand chantier de construction de la nouvelle cathédrale de la Major, sur les quais de la Joliette. Il a réalisé également de 1864 à 1874, le Palais des Arts situé place Carly et a participé à la construction de la monumentale préfecture. L'autre grand chantier est,
Comme partout en France à cette époque, l'arrivée du chemin de fer. Marseille est reliée à Avignon au début de l'année 1848, à Lyon en 1854, à Paris en 1857. La gare terminus, établie sur la butte Saint-Charles, fait l'objet de nombreux remaniements et aménagements jusqu'à la fin du siècle. En 1871, pendant le soulèvement de la Commune de Paris, la ville connaît une insurrection similaire qui dure 15 jours. La préfecture est bombardée et le chef des insurgés, un avocat modéré, Gaston Crémieux, fusillé 6 mois plus tard, au Pharo. En 1884 sévit une nouvelle épidémie de choléra. En 1891 débutent les travaux d'un réseau d'assainissement aboutissant à la construction d'un grand collecteur. Au début du XXe siècle, la bourgeoisie issue de l'industrialisation négociante est peu présente dans les postes politiques. De même dans la ville, plutôt que d'intervenir au centre où se concentre l'espace industriel et ouvrier, ces industriels et négociants locaux s'installent dans les quartiers résidentiels du Sud, renforçant une division de la ville entre quartiers populaires au nord et bourgeois au sud. Cette bourgeoisie ne mène pas de politique de logement ouvrier. La vaste opération du percement de la rue de la République renforce d'ailleurs la prudence des investissements immobiliers après de grandes difficultés de rentabilité dues à la faillite des frères Pereire et à la reprise par les grandes familles locales. La ville fait ainsi face à un surpeuplement important, découlant du faible nombre de logements construits entre 1880 et 1914, et renforcé par le peu d'impact de la loi sur les habitations à bon marché, en raison du faible investissement du patronat local dans ces nouveaux organismes, contrairement à ce qui se réalise à cette époque ailleurs en France. Cet éclatement urbain dans une commune à la superficie aussi vaste rend sa gouvernance difficile. Le rapport entre une population aux revenus assez faibles et une surface énorme à entretenir, assainir et équiper, s'amenuise et rend pratiquement impossible la gestion municipale. Pourtant, la période voit également l'essor industriel et des infrastructures portuaires. Ainsi, pour relier les quais du port et de Rive-Neuve, le pont transbordeur de Marseille est construit en 19 mois. Entre juin 1904 et décembre 1905. En 1938, Marseille connaît un terrible incendie qui détruit totalement le magasin des Nouvelles Galeries, cause la mort de 73 personnes et endommage quelques immeubles de la Canebière. Devant l'ampleur du sinistre, les sapeurs-pompiers de Marseille, mal équipés et mal entraînés se montrent impuissants à éteindre l'incendie. Édouard Daladier qui est présent pour le congrès du Parti radical et logé dans l'hôtel de Noailles faisant face aux Nouvelles Galeries en flammes, déclare « N'y a-t-il donc personne pour faire régner l'ordre dans cette ville ?» Le bataillon de marins-pompiers de Marseille, unité militaire, est créé par le décret-loi du 29 juillet 1939 et la ville, ayant par ailleurs de lourds problèmes financiers, est mise sous tutelle et dirigée par un administrateur extraordinaire jusqu'à la libération en 1944. Seconde Guerre mondiale. Le 1er juin 1940, un bombardement allemand cause la mort de 32 Marseillais et en blesse une soixantaine d'autres, le jour même où le bataillon de marins-pompiers, récemment créé, quitte la caserne provisoire de la rue de Lyon et prend possession de celle du boulevard de Strasbourg. À la suite du débarquement américain en Afrique du Nord, le 11 novembre 1942, les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation et Marseille se retrouve occupée le 12 novembre, comme le reste de la zone libre. La ville souffre grandement de l'occupation et en particulier, lors de la rafle de Marseille, le quartier du Panier au nord du Vieux-Port qualifié de quartier criminel par les nazis. Dans la nuit du 22 au 23 janvier 1943, plusieurs milliers de personnes sont arrêtées et 2 jours plus tard, le 24 janvier, le général Essoberg, assisté du préfet René Bousquet, ordonne aux habitants du quartier du Vieux-Port,
d'évacuer leur domicile dans les 2 heures, avec 30 kg de bagages. 30 000 personnes sont expulsées. Dans les 2 semaines qui suivent, 1500 immeubles sont dynamités, laissant un champ de ruines jusqu'à la libération. Marseille subit également plusieurs alertes aériennes. Le bombardement américain du 27 mai 1944 est particulièrement dévastateur et cause la mort de plus de 2000 personnes, en blessant environ 3000. Près de 400 Allemands des troupes d'occupation trouvèrent également la mort. Le 15 août 1944 a lieu le débarquement en Provence. À cette occasion, l'occupant fait sauter les installations portuaires, plus de 200 navires sont coulés, et le célèbre pont transbordeur de Marseille détruit. Les filles de Marseille, et parmi eux Gaston Defferre, préparent la libération de la ville. Le 21 août, ils lancent l'insurrection accompagnée d'un mot d'ordre de grève générale. Mais mal armés et peu nombreux, leur position est critique jusqu'à l'arrivée des tirailleurs algériens du général de Montsabert et des goumiers marocains du général Augustin Guillaume qui pénètrent à Marseille le 23. Les combats avec l'armée allemande se poursuivent plusieurs jours, jusqu'à la capitulation du général Anchefer le 28 août. Le 29, le général de Lattre de Tassigny assiste au défilé de l'armée d'Afrique sur la Canebière. Après la Seconde Guerre mondiale, la ville est le théâtre de modifications profondes. L'urbanisation s'accélère dans le cadre de la reconstruction et de la construction de grands ensembles dans les quartiers nord de Marseille, tandis une très large place est laissée à la circulation routière par la construction d'autoroutes jusqu'au cœur de la ville et bien au-delà du port. À partir de la fin des années 1960, la décolonisation et l'indépendance des anciennes colonies conduit le port de Marseille à ne plus bénéficier de son monopole sur le commerce avec les colonies. L'économie marseillaise entre alors en recomposition. Marseille souffre également d'une mauvaise réputation liée à l'insécurité et aux affaires de grand banditisme. French Connection, assassinat du juge Michel, etc. En 1962. Marseille est le lieu de transit de la majorité des pieds noirs fuyant l'Algérie indépendante. Beaucoup s'installent ensuite dans la ville et sa région. La ville est au cœur de mai 68 en Provence, avec une jonction entre syndicats de salariés et d'étudiants, à l'origine d'une contestation très active dans le domaine de l'art, les manifestations nationales du 13 mai 1968 étant lancées localement par le mouvement du 11 mai. En 1973, dans un contexte de tensions toujours très vives, 10 ans après la défaite française en Algérie, et après l'assassinat d'un chauffeur de bus par un déséquilibré algérien, la ville est le théâtre d'importantes violences racistes qui durent pendant plusieurs mois, d'août à décembre 1973. Ces violences font plusieurs dizaines de morts et se terminent par un attentat contre le consulat d'Algérie. En 1977 est mis en service le métro. Depuis les années 1990, entre renouveau et difficultés persistantes dans les années 1990, le projet Euroméditerranée de développement économique et de rénovation urbaine est lancé. De nombreuses infrastructures nouvelles et rénovations sont réalisées dans les années 2000 et 2010. Le tramway, la rénovation de l'Hôtel-Dieu en hôtel de luxe, le silo, l'agrandissement du stade Vélodrome, la tour CMA CGM, le musée des civilisations de Europe et de la Méditerranée, MUSEM, ou encore la Villa Méditerranée. En 2012, Marseille est capitale mondiale de l'eau, réunissant des centaines de pays, des ONG et des institutions mondiales à l'occasion du Forum mondial de l'eau. En 2013, Marseille est capitale européenne de la culture. Cette opération permet d'attirer à Marseille 10 millions de visiteurs, avec une estimation de 5 millions de visiteurs effectifs dont nombre venant de départements voisins, certains effectuant plusieurs visites. L'OCDE note que la ville connaît aujourd'hui un dynamisme économique dans le cadre du développement de son aire urbaine, mais le rapport pointe encore l'importance des inégalités sociales et la fracture économique entre le sud de la ville,
et les quartiers nord.